Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le thème du paludisme. Alors nous allons d'abord expliquer un peu la terminologie du paludisme. En fait, au début, jusqu'à maintenant, c'est appelé malaria, dans plusieurs langues, en arabe. Donc malaria, de l'italien, c'est malaria, c'est-à-dire air malsain. Et le mot paludisme, c'est une nouvelle terminologie du latin palus, ce qui veut dire marée. C'est une maladie parasitaire qui est endémo-épidémique, c'est-à-dire qu'on la voit toute l'année, mais avec des procès épidémiques. C'est une maladie qui est provoquée par un protozoaire, c'est-à-dire un parasite unicellulaire du genre Plasmodium. Cette entité, elle menace plus de 54% de la population mondiale et entraîne plus de 2 millions de décès chaque année. Cliniquement, le paludisme se manifeste par des accès fébriles, avec des signes d'accompagnement qu'on va voir dans la clinique, et bien sûr des risques de complications qui peuvent être mortels. Le traitement, il existe, c'est un traitement spécifique anti-paludéen, mais ces dernières années, ce traitement a été compliqué par l'apparition de résistances aux médicaments les plus utilisés dans cette pathologie. On fait un peu d'histoire. Donc on sait que le paludisme existe depuis que l'homme existe sur Terre. Quand on se réfère au papyrus chez les Égyptiens, on va voir que cette maladie elle est connue 1600 avant Jésus-Christ. Et quand on regarde de très près les papyrus, on voit des dessins qui se traduisent par des frissons, de la fièvre et de la splenomégalie, et qui sont des signes qui sont quasi constants de paludisme. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate il avait parlé de la fièvre palustre avec des triades classiques qui associent frissons, fièvre et sueur. Cela a des séquences quotidiennes, soit des fièvres tierces qui surviennent un jour sur deux et des fièvres de quartz qui surviennent un jour sur trois. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs et les Romains avaient bien expliqué des fièvres intermittentes qui étaient en relation avec des marécages. En 1717, Lancizi, il avait abordé bien et expliqué le paludisme et il avait compris à l'époque que ce paludisme était dû à un poison qui était acheminé par des vecteurs, par un moustique, à partir des marées. Et donc là, on savait très bien que les marées, c'était une source et que c'est une maladie vectorielle. En 1879, les chercheurs avaient compris que cette maladie, elle était un bacille, parce qu'au microscope de l'époque, ils avaient trouvé des petites bestioles sous le microscope, qu'ils l'avaient qualifié ou montré comme un bacille, et ils avaient à l'époque conclu que ce bacille était l'agent des fièvres récurrentes qui provenaient des marées. Mais le terme francophone du paludisme a été annoncé par Alphonse Lavrent en 1893. Et on sait qu'Alphonse Lavrent en 1880 avait remarqué des pigments dans les organes et le sang des patients qui étaient morts de malaria. Et donc là, il avait bien informé l'opinion scientifique qu'il s'agit d'une origine parasitaire et il a fait suspecter la présence de ce parasite dans le moustique. Cette suspicion, cette hypothèse a été confirmée par Ronald Ross en 1884 en Inde. Et le rôle du vecteur Lamopelle a été confirmé en 1895 et 1900. En 1902, l'Algérie a été pionnière dans l'expérimentation de la lutte anti-palustre grâce aux frères sergents qui travaillaient en Algérie. Ils ont mis au point des techniques modernes dans l'exploration et la recherche pour le paludisme. Quand on regarde sur cette plaque, il y a
ce livre-là qui est très bien coloré, bien dessiné, bien écrit, par Alphonse Labrand, et qui avait décrit les parasites avec ses différents types, différentes espèces et différentes stades. Alphonse Labrand de là, donc il était dans l'armée en tant que médecin, et il a reçu un prix Nobel grâce à ses études sur le traité du paludisme. En 1897, Grassi il avait compris et informé l'opinion que le parasite se multipliait dans le moustique, surtout dans le tube digestif du moustique. Et en 1898, Monson a fait piquer son propre fils par un moustique apporté de Rome. C'est comme ça qu'il avait prévenu la maladie. Bignami, il avait lâché le moustique infecté dans l'hôpital Saint-Spirito à Rome, et c'est comme ça qu'il a infecté plusieurs personnes. Donc on avait compris vraiment que c'est une maladie vectorielle et parasitaire. Donc pour avoir le paludisme, il faut avoir trois acteurs. Il faut avoir le parasite, le moustique et l'homme. S'il y en a un acteur qui manque, il n'y a pas de paludisme. Et c'est comme ça qu'on fera la prévention. On parle de parasites essentiels. Donc le parasite, ça s'appelle Plasmodium. Il y a 5 espèces qui sont connues actuellement, 4 les plus connues depuis très longtemps et 1 ces dernières années. Alors il y a le Plasmodium falciparum qui est le plus fréquent, le plus répandu et celui qui provoque des formes graves et c'est lui qui devient résistant aux antipaludémiques. Il y a le Plasmodium ovale, le Plasmodium malariae, le vivax et enfin le dernier, le clownus. Si on parle du cycle, donc là on va prendre cette plaque, on va la diviser en 2 parties. Il y a la première partie, c'est le cycle qui va se voir, qui va se faire chez le moustique. Et la deuxième partie, c'est le cycle qui va se réaliser chez l'homme. Alors chez l'homme, donc on va commencer par la piqûre. On sait que les parasites, ils sont emmagasinés au niveau des glandes salivaires du moustique. Une fois que le moustique piquonne, donc il va injecter le parasite par sa salive pendant la morsure. Une fois la morsure, la salive va rentrer dans la circulation sanguine, c'est-à-dire elle est pleine de parasites. Dans le courant circulatoire, le parasite il va passer rapidement en quelques minutes dans le foie, donc il va rentrer dans l'hépatocyte. Donc ce carré-là, c'est l'hépatocyte, la cellule du foie. Donc une fois le sporozoïde, qui est le parasite qui est emmagasiné dans la salive, qui est injecté par la salive, il va se développer dans l'hépatocyte, il va se transformer en trophozoïde. Ce trophozoïde il va se développer également, donc il y aura la multiplication des cellules des noyaux, et dans ce cas, il va se transformer en schizonte. Les schizontes également dans leur développement, ils vont donner des petits parasites de Plasmodium immatures qu'on appelle mérozoïtes. Donc à un moment donné, il y aura beaucoup de mérozoïtes à l'intérieur de l'hépatocyte. L'hépatocyte va être engorgé, on va dire, du parasite. Et après, cet hépatocyte va éclater. Il va faire libérer les mérozoïtes, que vous voyez ici. Donc, il y aura beaucoup de mérozoïdes qui vont être libérés dans la circulation sanguine. Et là, le mérozoïde dans la circulation, il a une durée de vie très courte. Et donc, il doit piquer, il doit rentrer dans une autre cellule pour continuer son cycle. Donc là, on a fini avec le cycle à l'extérieur du globule rouge, donc le cycle qui se trouvait à l'intérieur de l'hépatocyte, et ce cycle-là dépassé, on l'appelle le cycle exo-érythrocytaire, c'est-à-dire qu'il a été assuré, fait à l'intérieur de l'hépatocyte et à l'extérieur du globule rouge. Et ce cycle au niveau du foie, il va durer en moyenne 7 à 21 jours, surtout pour les falciparum. Et bien, une fois le parasite, le mérozoïde au niveau de la circulation, pour continuer son développement, il va rentrer dans un globule rouge et là commence le cycle érythrocytaire, c'est-à-dire à l'intérieur du globule rouge. Ce mérozoïde, une fois
rentrer dans le globule rouge, il va se transformer encore en anneau, c'est-à-dire un anneau. C'est un corps qui ressemble à une bague, ce qu'on appelle une bague à chacun, c'est-à-dire une bague comme avec une perle. Et par la suite, cette forme en forme d'anneau va se transformer en trophozoïde. Vous allez voir les noms, la terminologie du développement du parasite vont reprendre les mêmes noms. Par exemple, on va parler de trophozoïdes, on va parler de spisontes, on va parler de mérozoïdes. Ce sont les mêmes noms qu'on a trouvés également dans le cycle extra-érythrocytaire. Donc là, de la forme de l'anneau, ça va donner trophozoïde. Ce trophozoïde, il va développer un pigment qui s'appelle la mérosoïne. C'est un pigment qui va se trouver à l'intérieur de la cellule. Et cette mérosoïne, c'est un pigment qui est très intéressant dans la symptomatologie. D'après quand la cellule, quand le globule rouge va éclater, il va libérer ce pigment-là, et c'est ce pigment qui cause de la fièvre. Expliquer un petit peu la physiopathologie des signes, c'est donner des manifestations dans le parasite, dans le plasmodium. Ce trophozoïde, par la suite, toujours dans le globule rouge, va transformer en schizonte. Ces schizontes vont donner des mérozoïdes. Ces mérozoïdes sont très nombreux dans le globule rouge, qu'on appelle aussi des corons rosaces. Donc c'est plusieurs cellules, c'est plusieurs parasites qui vont être à l'intérieur du globule rouge. Et après, à un moment donné, le globule rouge va éclater. Il va de nouveau libérer des mérozoïdes. Et les mérozoïdes aussi, je dis qu'ils ne peuvent pas rester dans la circulation, et donc qui est un globule rouge. C'est comme ça que le cycle peut se refaire plusieurs fois. Donc là, vous voyez, donc là, c'est le globule rouge. Ça donne, donc vous voyez, ça donne trophozoïde, ça donne après schizonte, après mérozoïde, vous voyez des colons rosaces, et par la suite, ils vont être libérés dans la circulation. Et par la suite, par un mécanisme qu'on ne connaît pas, donc qui n'est pas élucidé par la science, c'est que parfois, au lieu que les mérozoïdes, que la cellule éclate avec ces mérozoïdes peuvent, à l'intérieur du globule rouge, se transformer en gamétocytes mâles et gamétocytes féminins. Donc ça, c'est le cycle au niveau de l'homme. Parfois, il arrive que lorsque les sporozoïdes rentrent dans la circulation sanguine, parfois, ils se transforment en hypnozoïdes. Ils peuvent rester pendant très très longtemps, surtout pour le plasmodium vivax et le plasmodium ovale. Ils peuvent rester des mois vers des années. Et un jour, ils peuvent se manifester, se réactiver, toujours à l'intérieur de l'hépatocyte, et donner le cycle trophozoïde, schizonte, mérozoïde, et entraîner un produit. Donc tout ça, c'est le cycle à l'intérieur chez l'homme. Alors, chez le moustique, c'est le cycle sporogonique. Donc, chez la mételle, la mételle contient du clone, surtout pour se nourrir, parce que le moustique est macrophage. Donc, il va manger, avaler du sang chez l'homme, le sang avec tous ces éléments, tous ces produits. Donc, il va prendre ces globules rouges. Les globules rouges, ils comprennent plusieurs stades de parasites. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les gamétocytes. Les gamétocytes à l'intérieur du tube digestif du moustique, ils vont se transformer en cellules, on va dire sexuées, des gamètes mâles et des gamètes féminines. Comme la nature veut, il y aura une union de gamètes mâles et femelles, ils vont former l'ookinète. Cette ookinète va se transformer en oocyste, et bien sûr, après plusieurs stades, il va donner sporozoïde, qui va être magasiné au niveau des glandes salivaires. Ça, c'est le cycle du parasite. Alors là, c'est la même chose que j'ai expliqué maintenant sur les diapos précédentes. Donc là, c'est la même chose, le schéma que j'ai téléchargé sur Internet qui montre très bien le cycle du parasite. C'est au moment de la piqûre, vous voyez les sporozoïdes qui vont être injectés dans la circulation sanguine et tout de suite après dans l'hépatocyte. Donc les trophozoïdes, les schizontes,
neurozoïques, et là les neurozoïques qui sortent dans la circulation sanguine, qui sont tout de suite rattrapés par le globules rouge. Donc là, il y a toujours les coronaux, après les tribozoïques, les schizoïdes, après les neurozoïques, vous voyez. Donc le globule rouge qui éclate, on a toujours les neurozoïques qui vont sortir de la circulation sanguine, et après plusieurs cycles, donc on voit que certains éléments vont se transformer en gamétocytes maléchinelles, et une fois avalés par le moustique, donc ils vont se transformer en gamètes maléchinelles. Et vous voyez les zygotes et le kinèse qui est formé. Et par la suite, il va se développer vers le stérozoïde, qui est emmagasiné au niveau de la salivaire. Et de nouveau, ces stérozoïdes sont injectés chez nous. Donc là, c'est juste pour retenir ce qu'on va être dessus. Alors, sur le plan épidémiologique, il faut savoir que le paludisme menace, comme on l'a dit, plus de 50% de la population mondiale qui est exposée à ce parasite. Il y a 216 millions de cas en 2010, 81% en Afrique subsaharienne, donc on voit que la fréquence c'est plus au niveau de l'Afrique. Et nous avons 655 000 décès chaque année, surtout en Afrique. 86% des décès sont surtout des enfants en moins de 5 ans. La transmission, elle se fait exclusivement par l'anophèle femelle. Il y a 400 espèces dans le monde, dont 60 qui transmettent le paludisme. Cette piqûre de l'anophèle se fait la nuit, donc la journée, il n'y a pas d'activité de l'anophèle. Elle est indolore, donc elle passe inaperçue, on ne sait même pas quand. Il y a d'autres voies de transmission en dehors de la transmission vectorielle. Il y a la voie placentaire qui est possible. Il y a la voie transfusionnelle. Et exceptionnellement, ce qu'on appelle le paludisme des aéroports, ça veut dire qu'il y a des gens qui voyagent, qui ramènent dans leur bagage quelques moustiques. Et donc, quand ils sont dans d'autres zones qui ne sont pas endémiques de paludisme, ils peuvent être infectés par ces moustiques transportés dans le bagage des individus. On sait maintenant qu'il y a une circulation mondiale des vecteurs de micro-organismes orthobiotoques. Donc l'accélération et la mondialisation du paludisme est due à plusieurs causes. Il y a la rapidité des transports par les avions, il y a aussi les bateaux, il y a les trains, les trains à grande vitesse, etc. Donc tout ça fait qu'on peut avoir le paludisme même en dehors de la zone endémique du paludisme. Il y a eu quelques paludismes autochtones aussi qui ont été décrits dans certains pays, et c'est dû, comme j'ai dit, au transport par l'anophèle, par avion ou par des valises, et ça a été décrit en Corse, à Marseille, en Grèce, en Espagne, il y a eu des cas qui ont été étudiés. La répartition géographique du paludisme, donc c'est une maladie qu'on voit surtout en zone tropicale et intertropicale, surtout des zones qui sont chaudes et humides. Le falciparum se voit surtout en zone intertropicale, de même que le Plasmodium malariae. Le Plasmodium vivax, il est absent en Afrique noire, et le Plasmodium ovale, on le voit surtout en Afrique noire. Les données épidémiologiques en Algérie, donc il faut savoir que de 1952 à 1968, il y avait une endémie de Plasmodium vivax avec 70 000 cas par an qui ont été décrits en Algérie, et le paludisme occupait la première place des maladies infectieuses. De 1968 à 1978, l'Algérie a œuvré pour l'éradication de ce paludisme, et nous ont ramené la fréquence de 100 cas pour 100 000 habitants en 68 jusqu'à 0,5 cas pour 100 000 habitants en 78, et ça a été vraiment une révolution. De 78 à 98, alors que le paludisme était devenu pratiquement inexistant en Algérie, on commençait à avoir des paludismes d'importation. Surtout, dernièrement, nous avons aussi repéré des cas autochtones de Vergla-Gardaya au sud. Donc, quand on voit ce schéma-là, on voit que depuis l'éradication, la volonté d'éradication du paludisme, on voit la chute du paludisme en Algérie, et puis il y a eu pratiquement la disparition de ce paludisme
avec apparition du paludisme autochtone, ce qui est rouge. Donc là, pardon, je me répète. Donc là, au début, c'était le paludisme autochtone, vous voyez, donc l'éradication, ça a vraiment diminué, pratiquement inexistant. Et par la suite, on commençait à avoir du paludisme d'importation. Donc vous voyez que le nombre il augmente de plus en plus. Par là, c'est à cause de l'immigration et de voyages au niveau d'Afrique et d'Afrique. Je dirais un mot sur la résistance antipaludéenne. Donc, vous savez que la résistance à la chloroquine, qui est le premier antipaludéen de synthèse, en 1960, il y avait quelques cas de résistance à la chloroquine en Amérique latine et en Asie du Sud, alors que la résistance était inexistante en Afrique. De 70 à 80, il y a eu non seulement une augmentation en surface de la résistance en Amérique latine et en Amérique centrale, et également l'Asie du Sud, où il y a eu une augmentation et ça a touché plusieurs pays de l'Asie du Sud. En plus, il y a eu l'émergence des résistances en Afrique qui n'existaient pas auparavant. Quand on voit l'endémie, donc vous voyez que la résistance aux antipaludéens a pris la surface, et donc toute l'Amérique centrale et latine, l'Asie du Sud, et c'est pratiquement la majorité de l'Afrique. Et là, on comprend très bien donc, la carte géographique non seulement de la présence du paludisme, et également de la résistance. Donc on voit que vraiment le paludisme est un des problèmes de santé publique. Sur le plan physiopathologique, donc la symptomatologie du paludisme, elle est due surtout à l'hémolyse. Vous voyez très bien, quand le globule est parasité, dans l'évolution du parasite, il y a la lyse de globules rouges. À ce moment-là, il y aura libération de ce pigment biliaire, de ce pigment pyrogène, pardon. Ce pigment pyrogène, quand il sort dans la circulation, ça va entraîner les accès de fièvre. Quand il y a hémolyse, il y a également l'anémie. Quand il y a hémolyse, il y a une histoire hémolytique. Et généralement, quand le globule meurt, il y a généralement une hyperplasie de la rate et du foie, ce qui explique un petit peu toute la symptomatologie du paludisme. Concernant le Plasmodium falciparum, la schizogonie, elle va se faire surtout au niveau des capillaires qui sont très fins, capillaires viscéraux, surtout cérébraux, ce qui va entraîner des formes sévères de paludisme. Je dirais un mot aussi sur l'immunité du paludisme. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de vraie immunité, mais il y a ce qu'on appelle la prémunition. Dans les régions endémiques, le fait de rester longtemps dans ces pays qui sont touchés par le paludisme très longtemps, il va s'installer un état de tolérance aux parasites, une parasitémie faible et l'absence de symptômes. Donc ce qu'on appelle une prémunition qui est très lente à acquérir. Il y a d'abord la prémunition clinique et après la prémunition parasitologique. Donc il existe deux phases dans le développement de cette prémunition. La première, c'est l'immunité clinique, c'est-à-dire que les patients peuvent être parasités, mais il est protégé contre les symptômes plus ou moins sévères de la maladie. Et donc, ça affecte peu de personnes. Donc, il peut soit ne pas faire de symptômes du tout, soit faire, même s'il est parasité, un tableau très bénin, très simple, qui reste spontanément. Par la suite, au fur et à mesure que la personne reste dans un endémique, qu'elle reste toujours en contact avec ce parasite, il y a la deuxième phase qui va s'installer, ce qu'on appelle l'immunité antiparasitaire. Donc la parasité va être à un très très faible niveau, voire absente. Donc ce qui fait que la personne est protégée contre le paludisme. Mais attention, cette prémunition n'est pas permanente. Dès que les personnes sortent de la zone endémique
sort de l'exposition au parasite, donc il va la perdre, et de nouveau, il reste très vulnérable au paludisme. Sur le plan clinique, donc on va dire que l'incubation du paludisme, elle est de 10 à 20 jours, et l'incubation du paludisme, elle est différente de l'incubation de cette maladie qu'on a l'habitude de voir, et on dit que l'incubation, c'est la durée qui sépare depuis le premier contact avec l'agent pathogène jusqu'à l'apparition des premiers signes de maladie. Mais là, pour le paludisme, c'est depuis l'entrée du parasite dans l'organisme, depuis la piqûre, je veux dire, de l'anophèle chez l'homme, jusqu'à l'apparition du parasite dans le sang. Et par la suite, on aura une primo-invasion. La primo-invasion, elle va donner un tableau banal qui ressemble à beaucoup de maladies infectieuses. Ça va donner une fièvre continue, qui est irrégulière. Il n'y a pas de périodicité. Elle va monter progressivement pendant pratiquement une semaine, puis être en plateau. Donc là, cette fièvre elle est associée à des céphalées intenses, à des courbatures, un malaise général, des nausées, des vomissements parfois, même des diarrhées, une fatigue générale. Et là, si on examine le patient, nous allons trouver une légère hépatomégalie, mais pas de splénomégalie parce qu'il n'y a pas encore de lyse du globule rouge et pas encore il n'y a pas de splénomégalie qui est le cimetière du globule rouge. Et à ce moment-là, quand le patient est très fébrile, avec des douleurs partout, des nausées, des vomissements, parfois diarrhée, donc on parle là d'un tableau d'embarras gastrique fébrile qu'on peut retrouver dans plusieurs maladies infectieuses. Par la suite, il peut y avoir la phase d'état, et cette phase d'état, c'est l'accès palustre. L'accès palustre qui va déterminer vraiment le tableau typique, on va dire, du paludisme. Donc après cette phase de primo-invasion, va s'installer progressivement des accès qui vont prendre une allure régulière, et là nous allons avoir une fièvre tierce ou une fièvre quartz en fonction de l'agent pathogène, en fonction du plasmodium. Si on a du falciparum, nous allons avoir une fièvre tierce maligne. Une fièvre tierce maligne, ça veut dire une fièvre qui peut survenir tous les 2 jours, et avec le temps, elle risque de compliquer. Il y a aussi la fièvre tierce bénigne, qui concerne surtout le plasmodium vivax et l'ovalet. Donc celle-là, c'est une fièvre, c'est des accès fébriles qui surviennent 1 jour sur 2, et généralement, ça se ne complique pas, ça peut guérir spontanément. Par contre, il y a la fièvre quartz qui survient 1 jour sur 3, et là, c'est typique du plasmodium malade. Que veut dire l'accès palustre? On va le décrire. L'accès palustre va se faire en 3 stades, qui associent successivement des frissons, de la fièvre et de sueur. Et vraiment, ce tableau, il est à la limite de la caricature, parce que les séquences frissons, fièvre, sueur sont très très importants et très alarmants pour le patient. Donc ces frissons-là, le patient, comment ils vont survenir? Généralement le patient, il est soit en première invasion, c'est-à-dire une fièvre en plateau, il est calme, et brutalement surviennent des frissons très très importants. Ou bien, si le malade a l'habitude de faire des accès fébriles, il n'a pas besoin de faire une première invasion, donc il est là, il est assis, il est au repos, et donc brutalement apparaissent des frissons intenses. Et ces frissons, généralement, apparaissent l'après-midi. Donc vers 16-18 heures, apparaissent ces frissons, des frissons brutales avec la personne calme. Ce sont des frissons qu'on appelle des frissons solennels, ce sont des frissons qui sont très très importants, et puis le patient il va trembler sur sa chaise, là où il est assis,
il va trembler, les dents se claquent, même les choses qui sont autour de lui vont même bouger. Et c'est douloureux pour le patient, c'est gênant. Et ces pressions-là, ils vont durer 1 à 2 heures. Le patient il est très faim. Il va essayer de se couvrir par ses vêtements, par des couvertures. Et donc ça va rester pendant très longtemps. Le patient il sent très bien. Et une fois 1 à 2 heures passées, il va y avoir la deuxième période de cette encéphalite qui est le stade de chaleur. Donc, quand elle commence cette phase, elle apparaît brutalement, le patient arrête ses frissons et la température elle augmente brutalement, 39-40 parfois plus. Elle est brutale, le pouls il est accéléré, donc en rapport avec la fièvre très importante. Le patient c'est des rouges congestifs et c'est pénible, c'est une sensation, la peau est sèche et une fatigue intense, des douleurs de partout. Le patient il a très mal partout pendant cette période-là, et c'est une période qui va durer 1 à 4 heures. Et puis survient la troisième phase de sueur. Là aussi, les sueurs vont apparaître brutalement. Au moment où la fièvre chute brutalement, alors que le malade avait très chaud, et donc quand elle chute brutalement, il y aura des sueurs profuses avec une asthénie très importante, une courbature, et ces sueurs sont tellement importantes qu'ils vont mouiller les ménages, mouiller tout ce qu'il a, donc la peau elle devient plein de flotte, on va dire, et cette période de sueur elle va durer 1 à 4 heures, et par la suite, quand elle va s'arrêter brutalement, il y aura une sensation d'apaisement, sensation de bien-être, et le patient va sombrer dans un sommeil profond et il va bien se reposer. Et puis par la suite, quand le patient va se réveiller, donc on va dire, si ça a commencé à 16 heures, donc on va compter 2 heures de frisson, 3-4 heures de chaleur et 4 heures de sueur, donc il peut se réveiller vers... donc tout ça va s'arrêter vers 3 heures ou 4 heures du matin, on va dire. Donc il va dormir, et il peut se réveiller vers 10 heures midi, le lendemain, et il va se sentir bien, il peut reprendre son travail, donc il n'est pas fatigué, il peut rentrer dans l'ordre, et ces accès-là, ils peuvent survenir soit 1 jour sur 2 lorsqu'il s'agit d'une fièvre éclaircie, soit 1 jour sur 3 lorsqu'il s'agit d'une fièvre éclaircie. On va parler du paludisme grave, donc c'est ça ce qui fait la gravité du paludisme. On peut avoir ce qu'on appelle le paludisme pernicieux, ça c'est le paludisme grave. Donc soit ça donne du neuropaludisme pur, soit une forme algique, mais parfois les deux sont impliqués, un accès pernicieux et associé des troubles neurologiques et des complications multiviscérales. Donc là, il s'agit d'un coma profond qui peut survenir soit à la suite d'une évolution d'un paludisme, on va dire classique de primo-invasion suivi d'une encéphalustre. Très brutalement, le patient fait son coma. Et soit c'est un patient qui avait fait juste les encéphalustres et passé dans le coma, soit il est passé de la primo-invasion directement dans son coma, ou le patient directement, sans signe qui le prépare à ce coma-là. Donc il fait de la fièvre, des céphalées et brutalement, il va faire des troubles de conscience jusqu'au coma. Il s'agit d'un coma qui est calme, donc il n'y a pas d'agitation du tout, associé à une température très importante de l'ordre de 40 degrés. Le patient convulse, il fait des hypotonies généralisées et des sueurs profuses. Généralement, dans le neuropaludisme, il n'y a pas vraiment de signes neurologiques comme le déficit sensitivo-moteur, sauf chez les enfants, on peut avoir un déficit qui peut laisser des séquelles. Mais chez les adultes, généralement, il n'y a pas de déficit. La formalgite, elle associe une température basse, une hypothermie, un état de choc, de l'hépatosplénomégalie. On peut avoir des dictères,
Donc c'est un tableau qui ressemble à un sepsis sévère multiviscéral et la mort peut survenir rapidement par des complications. Donc, des complications avec l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, de l'anémie sévère, de l'ictère, de l'hémorragie, une coagulation intravasculaire disséminée, un prolapsus cardiovasculaire, de l'hypoglycémie, des troubles hydroélectrolytiques, etc. Donc ça donne un tableau graph ici qui peut entraîner la mort. Autre paludisme grave, nous avons la fièvre bilieuse hémoglobinurique. C'est une complication rare. C'est une complication qu'on voyait avant chez les patients qui étaient infectés par le falciparum et qui prenaient en prévention de la quinine. On sait maintenant que la quinine est contre-indiquée en prévention, donc c'est un traitement curatif. Donc, c'est un tableau d'hémolyse intravasculaire aiguë gravissime avec insuffisance rénale très importante et qui entraîne le plus souvent la mort. Le paludisme viscéral évolutif, c'est une forme grave de paludisme. On voit cette forme en zone d'endémie, surtout chez les enfants, qui présentent des infestations itératives, mal ou pas soignées du tout. Donc, ça entraîne cliniquement fébricule, donc une température prolongée moyenne de l'ordre de 38 degrés, une splénomégalie énorme, un amaigrissement important, une pâleur très importante. L'enfant il est très maigre, on voit généralement les os, il est très très pâle. Il a un gros ventre qui est dû à cette splénomégalie énorme. Et avec le temps, si on ne le soigne pas, ça entraîne la mort. Donc, il faut savoir que ces formes graves sont dues au Plasmodium falciparum. Comment faire le diagnostic d'un paludisme? Donc, toute fièvre retour d'une zone endémique est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça qu'il faut investiguer et traiter tôt pour éviter de faire des cas compliqués dus au Plasmodium falciparum qui peut entraîner la mort. Alors, si on fait le diagnostic biologique, les éléments épidémiologiques, c'est chercher toujours la notion de séjour en zone endémique à l'ustre, si elle existe, donc là il faut interroger. Les éléments cliniques, donc, soit un tableau de la phase de l'invasion, soit l'accès palustre, soit un coma, une forme algique très grave. Les éléments biologiques, donc un hémogramme simple, il va montrer une anémie hémolytique, de la leuconeutropénie lorsqu'il s'agit d'un plasmodium vivax ovario-malaria, une hyperleucocytose quand il s'agit d'un plasmodium falciparum, surtout c'est une hyperleucocytose atomique neutrophile, et la thrombopénie, et plus la forme grave, plus la thrombopénie et c'est. Sur le plan parasitologique, il y a plusieurs pratiques. On fait un prélèvement avant tout traitement, mais les tests qu'on utilise au laboratoire les plus, on va dire, les plus classiques et les plus fiables, c'est la goutte épaisse et le frottis de sang périphérique. J'ai mis exprès cette photo-là en Afrique. Vous voyez très bien que ça vraiment c'est un laboratoire de fortune, donc il y a une petite table et puis un petit microscope classique. On voit le laboratoire qui est en train de regarder. Le malade est juste assis. Donc ça ne demande pas grand-chose quand on fait un diagnostic de paludisme. Il suffit d'une goutte de sang du patient et puis un petit microscope et un laboratoire qui est expérimenté. On peut voir. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent quand on veut explorer le paludisme, on rentre en difficulté, on ne dit pas de moyens, mais les moyens c'est pas grand-chose. Alors, à côté de la goutte épaisse et le frottis de sang périphérique, il y a d'autres moyens modernes, on va les citer, mais la goutte épaisse et le frottis de sang périphérique c'est quand même très important pour le diagnostic. Alors là, sur cette diapo, nous allons revoir, donc là, vous voyez une lame, nous avons la goutte épaisse, donc on met une goutte de sang, ici, et après, à l'aide d'une aiguille, à l'aide d'un côté, un angle de la lame,
on peut défibrer un petit peu. Et là, on peut regarder les parasites après coloration. Là, c'est le protection périphérique. On met en périphérie de la vanne, on met une grosse goutte de sang et à l'aide d'un côté de notre lame, on va poser le côté de notre lame et on va tirer pour aplatir cette épaisse. Là, pour voir aussi mieux les parasites. Vous voyez très bien. Donc là, le l'opérateur, il a utilisé une seule lame. Il a mis une goutte épaisse qu'il a défibrillée. Et là, il a mis le petit sachet qui est en train de tirer. Et puis, on regarde au microscope. Alors, le laborantin, quand il regarde au microscope, il va utiliser comme référence une plaque où il y a toutes les images, toutes les illustrations des parasites du plasmodium avec tous les stades. Et comme ça, quand il regarde le microscope, il va les comparer à ce qu'il voit au microscope, et comme ça, il va être sûr de nous dire est-ce qu'il s'agit d'un falciparum, d'un vivax, d'un malaria ou d'un ovalé. Il va nous dire aussi le stade. Est-ce que c'est un coronamo? Est-ce que c'est un tropogénique? Est-ce que c'est un neurogénique? Est-ce que c'est un schizonte? Donc là, on aura le stade qu'il a vu au niveau du microscope. Il y a aussi d'autres tests, il y a des tests rapides qu'on peut utiliser, mais là, il n'existe pas dans les pays pauvres. Il existe surtout dans les pays riches, là, où ils ont des paludismes d'importation. Assez de gens sont dans suspect d'un palu grave, on peut les faire, et là, ça peut orienter même de l'espèce plasmodiale. Est-ce que c'est un biopax? Est-ce que c'est un falciparum, ovalé ou malade? Alors, on passe au traitement. Donc, pour le traitement du paludisme, on sait qu'il y a eu toute une évolution du traitement du paludisme. Donc, on sait que le médicament le plus ancien, c'est la quinine. La quinine, donc, elle provient de l'arbre de quinina, vous voyez très bien, avec les feuilles. Et là, c'est le tronc. Et la quinine, elle provient de l'écorce de l'arbre de quinina, extrêmement qui existe au Pérou. Et l'écorce de quinina existe depuis très longtemps, depuis que l'homme existe, depuis que l'homme sait qu'il est malade. Et ça a été utilisé, donc l'écorce, elle a été utilisée par les Indiens pour toute fièvre. Donc, on la prenait par différentes méthodes, soit on la mâchait comme du chewing-gum, soit on l'utilisait bouillie, soit vapeur, soit comme tisane. Donc, chacun l'utilisait à sa façon. Et on savait très bien que ça faisait guérir pas mal de maux, les douleurs, les méthodes, la fièvre, etc. Donc, les antipaludiens, ils ont une action essentielle d'interférer avec la synthèse ADN parasitaire au niveau des hématies et agir aussi au niveau de la membrane solide. La quinine, actuellement, elle est utilisée, elle est fabriquée par même l'industrie pharmaceutique, donc c'est un produit naturel. On utilise 25 mg par kilo par jour pour les malades. Ça existe en comprimé en injectable. Il y a quelques effets secondaires très simples: nausées, vomissement, vertige, hypotension, hypoglycémie. Donc, c'est des effets secondaires qui sont bénins, qu'on peut prévenir. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications en dehors de la voie intramusculaire. Il faut faire attention, il ne faut pas la donner, parce que la voie intramusculaire peut, si elle est utilisée très souvent en Afrique, dans les paludismes, dans le passé, ils ont remarqué que ça provoquait des infections d'inoculation comme des abcès au point d'injection, très très douloureuses. Et puis utiliser les seringues de façon anarchique, ça peut entraîner des infections d'inoculation d'autres maladies comme les hépatites et VIH. Et surtout dernièrement, ils ont remarqué qu'il y avait du tétanos iatrogène. Donc c'est pour ça qu'on a interdit la voie intramusculaire de la quinine. Donc on la donne soit par voie intraveineuse, en perfusion pour des formes graves, soit en quatrième. Donc tout ce qui est intramusculaire, ça a été interdit en ce moment. Alors, les autres antimalariques de synthèse qu'on va étudier sont très nombreux. Nous avons travaillé tout au présent. Donc, on va travailler sur tous ceux qui sont dans les consensus algériens.
Donc il y a l'artéméter d'unitrantine sur l'association de deux produits, dosés à 20 et 120 mg. Les effets secondaires surtout les troubles cardiaques et les troubles hydroélectrolytiques. Il y a l'artesunate 60 mg en perfusion, c'est bien sûr dans les formes graves. Il y a le primatine en comprimé à monodose. Il y a la chloroquine qui existe toujours, on donne 10 mg par jour, Euros le premier jour et deuxième jour pour la moitié, 5 mg par jour et 3 jours suivants, c'est le traitement de 5 jours. Et les effets secondaires sont très bénéfiques, digestifs et produits cardiaques. Il n'y a pas de contre-indication du tout, sauf dans les troubles cardiaques graves, et donc c'est le cardiologue qui va nous aider à voir est-ce qu'on donne ou on ne donne pas. Alors la chloroquine, elle se donne que pour les plasmatomes qui sont chloroquinosensibles. Donc actuellement, nous avons beaucoup de résistance, donc on va clairement utiliser pour le colitis. La mefloquine et l'ariane sont des comprimés. Les effets secondaires sont surtout vertige, nausée, vomissement. Mais la mefloquine est contre-indiquée dans la grossesse et l'allaitement pour les enfants de moins de 15 ans. Ça entraîne également des troubles psychiques et donc il y a beaucoup de contre-indications. Le Fonsidar, c'est des comprimés et des injections. C'est un supplément. Donc, contre-indication en cas de grossesse et allaitement et de résistance au lasage. Il y a aussi la doxycycline qui est indiquée même pendant certains cas de plasmodium et résistante. Donc, il y a plein de concepts superviviens. Je ne vais pas donner tous les produits. Donc, vous avez l'expert, mais c'est quand même essentiel. Et la conduite du traitement. Dans les formes simples, donc si on prend le consensus algérien, donc directement on passe à l'artéméter, on donne 4 comprimés à H0, c'est-à-dire pendant la consultation, H donc à la ténor, à la 36e heure, 48e heure et 60 heures. Donc pour la première dose, le premier jour, on doit associer les 4 comprimés d'artéméter avec une dose de prémétine que le premier jour. Par contre, dans les formes sévères, on passe directement à l'artésunate, on donne 60 mg, donc 2,4 mg à H0 à la deuxième heure, H24, donc c'est un traitement de 3 jours. Donc une boîte d'artésunate de 60 mg égale un flacon de protonzétone, une ampoule de 1 ml de solvant avec c'est du bicarbonate de sodium à 5%. Donc, si on ne dispose pas d'artésunate, on peut utiliser de la quinine en perfusion. On donne normalement 25 mg par kilo par jour. Là, vous répartis pour 8 heures, donc on va diviser par 3. Donc, on a généralement 7 à 8 mg. Mais là, à la première dose, on ne donne pas que 8 mg, on va donner une dose de charge de 17 mg par kilo. Et par la suite, on donnera 8 mg par kilo toutes les 8 heures. On peut passer la perfusion en 4 heures. C'est toxique, donc il faut faire attention, il ne faut pas la passer rapidement. Donc, on donne cette injection en perfusion, et dès que la voie orale sera possible, on passe à la voie orale. Et dès qu'on passe à la voie orale, soit on donne de la quinine, soit on donne des autres anticoagulants, soit l'artéméter, soit la mefloquine avec le feu, donc des autres produits qui ont la partie de données. Et pour les formes graves, c'est un traitement de 7 jours. On n'oublie pas le traitement symptomatique. Donc, c'est la patient qui est protégrée, donc les antipyrétiques, c'est la patient qui est injectée, avec les anticonvulsivants. Il y a des troubles hydroélectrolytiques, donc j'ai la dilatation et les troubles électrolytiques. C'est un qui fait de l'anémie, et peut-être on va transfuser. Il a fait des enfants de tenue, c'est bien, il faut donner des kilos plaquetaires. On va peut-être faire des hypoglycémies, donc il faut donner du glucosé. Il y a une assistance respiratoire, une assistance respiratoire. Si la fonction rénale perturbée, il faut l'hydrater pour pas avoir des choses d'hémoglobine. Donc on va traiter en fonction des complications de colitis. Il faut surveiller les patients, il faut surveiller la tolérance clinique et biologique, il faut faire des ECG pour essayer de faire des problèmes. L'efficacité du traitement clinique, si la fièvre a disparu, l'état général, les douleurs, certificalement, tous les signes qui sont présents chez notre patient. Et il faut faire également un petit centre de TPS, AG3, AG7, et AG8, donc pour faire la parasitémie, si elle est diminuée, le malade reste résistant. Donc là, c'est une photo qui montre que
on a vu que la plupart des patients qui font des formes graves, ce sont des patients vulnérables, ce que l'on a fait. Donc, ils sont sur les deux de perfusion. Alors, après le traitement, on parlera de la prévention. Donc, il faut savoir que c'est une maladie à déclaration obligatoire, qui peut être déclarée. Donc, comme c'est une maladie vectorielle, il faut lutter contre la piqûre d'insectes. Donc, quand il faut utiliser les moustiquaires, généralement le soir, parce que la méthode est toute la nuit. Donc, quand on dort, il faut utiliser les moustiquaires. De préférence, imprégné par des insecticides pendant le sommeil. Et utiliser aussi des grillages dans les ouvertures des maisons, dans les portes, dans les fenêtres. Un fin grillage. On peut utiliser des insecticides domestiques, des répulsifs qu'on peut mettre sur notre corps, et qu'on a des lotions, de crème, de l'aérosol, pour éviter les moustiques s'approvisionner. L'assainissement du milieu, sur le marécage, c'est un milieu culture de ces bestioles. Et il y a aussi la lutte biologique. Il y a les poissons larvivores qui mangent les larves. C'est des fossiles articulataires. Donc ça a été recommandé par des chercheurs dernièrement. On peut les mettre pour tuer les larves, comme ça il n'y aura pas de développement de ces insectes. Autrefois, ils utilisaient du mazout sur les rivières, mais là c'est toxique bien sûr, ça peut finir la mer, c'est pas bon pour l'environnement. Donc là c'est des fossiles articulataires. Donc là ça va tuer la prévention des mesures individuelles. Donc la chimioprophylaxie, quand on se rend dans une zone endémique, il faut s'assurer de quelle zone on doit fréquenter. Est-ce que c'est une zone de laquelle on a résidents pour des milieux spéciaux des faibles, ou bien c'est une zone moyenne ou de grande endémicité de qualité résistance. Donc là, la carte géographique est dépassée en plusieurs zones. Il y a des pays classés groupe 1. Donc là, il n'y a pas de résistance, et là, on peut donner de la chloroquine 100 mg. On prend une prise par jour, c'est-à-dire un seul comprimé de 100 mg par jour, du premier jour de notre départ, pendant tous les séjours. Même quand on rentre dans notre séjour, on doit continuer un comprimé par jour tous les jours pendant 4 semaines. Si on est dans une zone de qualité 2, donc on peut associer la chloroquine 100 mg plus la programmée de 100 mg, une prise par jour pendant tout le séjour et 4 semaines après. On peut donner également de la tabaquine, 600 mg plus programmée, 100 mg, une prise par jour pendant tout le séjour et une semaine après le repas. Si on est dans une zone 3 de chloroquine résistante, donc là, on ne peut pas s'amuser à donner de la chloroquine avec des médicaments qui sont susceptibles de ne pas agir sur les plasmatiens. Donc là, il faut passer directement à tabac plus programmée, soit donner de la méthotrine comme à l'inaction au départ. On peut donner une prise par semaine à débuter 10 jours avant le départ, continuer tous les jours et puis chaque semaine un comprimé par jour. Et quand on rentre de notre séjour, on peut continuer un comprimé par semaine pendant la semaine après le séjour. On peut donner également de la doxycycline. La doxycycline, une prise par jour et à continuer dans la prise. Voilà. Donc là, mais comme c'est une maladie qui reste quand même une maladie de santé publique, tout médecin doit la connaître quand il n'est pas spécialiste et faire attention, personne qui vient du zone clinique, qui fait un examen infectieux, doit être considéré comme pas dû, investigué et traité à la moindre suspicion pour éviter la complication de la mort de l'individu. Et surtout, la prévention des conseils qu'on va donner aux voyageurs et les moustiquaires, surtout la chimioprophylaxie, pour éviter la population. Merci.